Donc je ne vais pas tarder, le temps nous est compté, on a 2 heures devant nous, on va essayer de bien les employer, et le travail qu'on va faire ensemble, je vais commencer tout simplement par, disons qu'on va le séparer en 3 parties. La première partie, on va rappeler le plus rapidement possible tout ce qu'on sait ou ce qu'on entend à droite à gauche sur la maladie de Lyme, le vrai, le faux, il y a du vrai, il y a beaucoup de faux malheureusement, et c'est justement ça, on est là pour justement mettre un petit peu les pendules à l'heure et rappeler un petit peu ce qui se passe vraiment dans la maladie de Lyme. En tout cas, ce que la science moderne, la plus moderne qui soit actuellement, et les découvertes les plus récentes de la science nous enseignent, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, même par la médecine officielle, qui sont complètement fausses, et on le voit au résultat. Il y a un proverbe qui dit qu'on juge l'arbre à ses fruits. Eh bien, c'est par les traitements qu'on va proposer pour justement lutter contre cette maladie de Lyme, cette mystérieuse maladie de Lyme, qu'on verra qu'effectivement, les traitements habituels ne fonctionnent pas. Les gens qui sont malheureusement atteints de la maladie de Lyme le savent. On parle de traitements antibiotiques longue durée et on se rend compte qu'il y a des effets cliqués, c'est-à-dire mais négatifs. C'est-à-dire qu'on fait des périodes des cures d'antibiothérapie qui vont durer 6 mois, voire 1 an, voire même plus. Et c'est vrai que ça va mieux pendant un certain temps. Et dès qu'on arrête le traitement, pendant 3 ou 4 mois, au bout de 3 ou 4 mois, les patients retombent dans la misère de la maladie et des multiples symptômes qu'on commence à connaître assez bien. Donc première partie, on va évoquer donc les différentes généralités. Deuxièmement, je vais vous proposer une nouvelle compréhension des mécanismes de la maladie de Lyme qui va un petit peu à l'encontre, qui va même beaucoup à l'encontre de cette maladie. Et c'est une explication qui intéresse de plus en plus les médecins, et même des médecins très très haut niveau. J'ai eu l'occasion lors d'un symposium à Strasbourg d'en parler avec le professeur Montagnier, donc qui est quand même prix Nobel de médecine. Et effectivement, on a évoqué ensemble cette alternative, cette hypothèse, enfin qui n'est même plus une hypothèse, cette observation donc, qui est alternative aux théories pasteuriennes que le microbe provoque une maladie et il faut éliminer le microbe pour éliminer la maladie. On verra que c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai que je sais qu'il y a des groupes de chercheurs avec lesquels je suis en contact, donc le professeur Montagnier par exemple, également le professeur Joyeux et d'autres chercheurs dans le monde entier, aux États-Unis, au Canada, etc. Parce qu'effectivement, justement, comme le disait le professeur Montagnier, la maladie de Lyme, c'est une pandémie mondiale. À part l'Antarctique et l'Arctique, il n'y a aucune région du monde, du globe, qui soit épargnée. Et c'est vrai que c'est une explosion. On ne sait pas encore exactement ce qu'il en est au niveau de l'épidémiologie, parce que les chiffres sont difficiles à avoir, pour une raison très simple, c'est que la maladie est difficile à diagnostiquer. Donc on va voir tout ça. Et on va essayer d'en tirer une conclusion thérapeutique, parce qu'effectivement, si on explique et qu'on n'apporte pas des solutions concrètes de traitement, on n'aura pas fait grand-chose. Donc première partie, on va voir en détail, on va remettre un petit peu tous les détails importants par rapport à ce qu'on sait de la maladie de Lyme. Deuxième partie, on va étudier ensemble l'hypothèse alternative, vous verrez que c'est particulièrement intéressant et particulièrement judicieux. Et troisièmement, on verra quelle est la réponse thérapeutique qu'on peut faire. Et enfin, j'essaierai de ne pas être trop... de ne pas être trop bavard pendant trop longtemps, de façon à ce qu'il puisse y avoir ensuite un échange entre nous. Si vous avez des questions à poser, je sais qu'il y en aura beaucoup. J'espère qu'on aura le temps de répondre à toutes, je ne pense pas. Mais de toute façon, s'il y a des soucis, s'il y a des gens qui veulent avoir de plus en plus d'informations, je vous donnerai mes coordonnées, les coordonnées de l'association, parce que moi je n'exerce plus en tant que thérapeute, je suis dans le bénévolat au niveau associatif, au niveau de la recherche, et cette association, donc Phytocorps, dont parlait M. Soribès, elle a justement pour but d'informer et d'apporter un soutien, un support thérapeutique de conseil auprès des gens qui le souhaitent. Donc, on va baser notre discussion sur 2 choses. Premièrement, l'approche traditionnelle, donc maladie de Lyme, comme borréliose vectorielle attique, maladie vectorielle attique. C'est comme ça qu'elle est considérée le plus souvent, c'est-à-dire qu'on considère que suite à une morsure de tique, la tique injecte dans le sang circulant, dans la circulation générale des malades, de l'eau du support hôte, de l'eau de support, une bactérie qu'on appelle la borréliose, ce qui donne donc une maladie qui s'appelle la borréliose, et c'est un schéma qui est le schéma classique, donc la maladie de Lyme ou borréliose de Lyme, avec toutes les co-infections possibles et imaginables, parce qu'il y a d'autres bactéries, d'autres parasites qui peuvent être impliqués, qui peuvent être concernés, et donc ça provoque des symptômes, différents symptômes. Ils sont quasiment infinis, parce que effectivement, je crois que c'est la première à avoir parlé, avoir utilisé cette expression, c'est Lynn Margulis, une biologiste américaine avec qui j'ai eu pas mal d'échanges il y a une dizaine d'années jusqu'à son décès, et par Internet, on a échangé quelques courriers, soyons justes, on
On n'était pas copains comme cochons, c'est pas ça. Mais effectivement, on a quand même échangé quelques observations scientifiques sur l'approche donc de la maladie de Lyme. Donc cette maladie, lui, elle parlait de la maladie de Lyme comme la grande imitatrice. C'est un terme qui a été repris par différents chercheurs. Et pourquoi on l'appelle la grande imitatrice? Parce qu'elle regroupe à peu près tous les symptômes possibles et imaginables. Bon, c'est clair que si vous avez des palpitations, des troubles du sommeil, c'est pas forcément une maladie de Lyme, ou des démangeaisons, des problèmes de peau, des problèmes de digestion, des problèmes intestinaux, des problèmes cardiaques, c'est pas forcément une maladie de Lyme, mais ça peut être une maladie de Lyme. Donc il faut toujours maintenant essayer de voir ce qui se cache là derrière, et c'est pour ça que le versant, donc ce qu'on appelle versus, c'est-à-dire la version opposée à cette approche classique, on peut dire pasteurienne, d'une maladie donc à tique vectorielle. Pourquoi? Parce que la tique est un vecteur, c'est-à-dire qu'il va transmettre une infection, et l'infection va se développer et va stimuler les défenses immunitaires, et après, effectivement, l'organisme va avoir des symptômes. Donc ça, c'est le schéma classique, mais il est beaucoup trop simpliste, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et l'opposé, le versus de cette théorie simpliste, que j'appellerais simpliste, c'est ce que j'appelle moi le syndrome global de polyintoxication et de perturbation immunitaire. C'est-à-dire que, comme le disait Claude Bernard, qui était un rival scientifique de Pasteur, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Et on va voir que c'est particulièrement vrai dans le cas de la maladie de Lyme. Donc, ça c'est ce qu'on vient de dire, hein, pour la grande majorité des thérapeutes, la maladie de Lyme c'est une simple maladie infectieuse, selon les concepts pasteuriens. Mais le problème c'est que cette explication n'explique pas les mécanismes mis en œuvre. Pourquoi le système immunitaire ne réagit pas toujours, ou alors où il va agir de façon à soutenir la maladie. Pourquoi tous les systèmes organiques, que ce soit le système cardiaque, que ce soit le système nerveux, que ce soit le système digestif, que ce soit le système musculaire et neuromusculaire, que ce soit le système articulaire, que ce soit tous les 11 systèmes qui forment notre organisme, pourquoi tous peuvent-ils être concernés par cette maladie? Dans l'histoire de l'épidémiologie et de l'infectiologie, on n'a jamais vu des maladies qui pouvaient provoquer autant de symptômes aussi diversifiés. Et surtout, pourquoi quand on utilise des traitements qui sont des traitements antimicrobiens, on sait qu'effectivement les borrélies sont sensibles à certains antibiotiques. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi le traitement va agir pendant un certain temps, les symptômes vont diminuer et encore pas complètement disparaître? Et par contre, pourquoi, effectivement, dès qu'on arrête le traitement, ça recommence? Tout simplement parce que les borrélies, eh bien, je vous donne déjà une petite explication de la vérité, de la solution, de la compréhension de ce mécanisme de maladie. Parce que les borrélies, les maladies responsables de la maladie de Lyme, elles font partie de nos flores microbiennes. Elles font partie de nous. Elles ont un rôle essentiel à jouer. Je vais vous en parler un petit peu plus tout de suite. Donc, symptomatologie multisystémique complexe, c'est ce que je viens de dire. Lynn Margulis parlait de la grande imitatrice. Tous les symptômes peuvent être intégrés au tableau clinique. Et effectivement, on est loin donc du schéma clinique de la simple borréliose vectorielle attique. Un des problèmes qui est souvent soulevé quand on parle de la maladie de Lyme, c'est tout simplement les tests sérologiques, sont-ils fiables ou pas? Eh bien, le problème, c'est que les tests, ceux qui sont atteints par la maladie de Lyme, ou par la maladie de Lyme, ou qui ont des proches qui en sont atteints, eh bien, ils connaissent ces tests, c'est des tests le nom leur parle. Il y a le test ELISA, il y a le test Western Blot, il y a la PCR, la polymérase chain reaction, c'est-à-dire c'est une réaction de polymérisation en chaîne. Ils sont inefficaces, pourquoi? Alors, comment ça se passe quand on fait un test sérologique? On va prélever un échantillon de sang à un patient, et s'il est atteint d'une maladie, même si ce n'est pas la maladie de Lyme, quelle que soit la maladie infectieuse en question, eh bien, le germe qui a colonisé, qui s'est répandu dans le sang du patient, on appelle ça une bactériémie, c'est la présence de bactéries dans le sang, eh bien, il va stimuler le système immunitaire, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le système immunitaire va réagir en fabriquant des anticorps qui sont spécifiques des antigènes de l'agent infectieux. Que ce soit un virus, que ce soit une bactérie, que ce soit un parasite, que ce soit un champignon, une levure. Donc ça veut dire qu'on va rechercher, en fait, avec ces examens, ces analyses, on va rechercher la présence d'anticorps spécifiques de la maladie. Donc pour ce faire, on va utiliser des antigènes, des substances, des solutions, qui sont des solutions témoins, qui vont être donc responsables, qui vont porter l'antigène, c'est-à-dire l'identité de la maladie qu'on veut identifier. Donc si on mélange l'échantillon sanguin avec une solution test
spécifique, eh bien, s'il y a une réaction qu'on peut facilement observer, il y a des techniques de laboratoire qu'on appelle la thermoluminescence, donc ça veut dire que le mélange devient phosphorescent, en simplifiant un petit peu, eh bien, ça veut dire que la maladie est présente, puisque les anticorps, les antigènes, les deux sont présents. Le problème, c'est que ça ne marche pas, parce qu'il existe vraisemblablement plusieurs centaines de souches différentes de Borrelie, et les souches qu'on utilise, on utilise 4 ou 5, pas plus, peut-être 5, 6, une dizaine ou une vingtaine, mais pas plus. Ça veut dire que vous pouvez très bien avoir la maladie de Lyme provoquée par une Borrelie qui n'est pas répertoriée dans les tests sérologiques. C'est pour ça qu'un test sérologique, finalement, il n'a aucune... Enfin, on ne peut pas dire qu'il a de fiabilité, parce que s'il est positif, il est positif. Par contre, s'il est négatif, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de maladie. Donc, on peut pas... c'est pas quelque chose de fiable. Le Western blot, c'est la même chose que le test ELISA, mais un petit peu plus poussé, un petit peu plus fiable. Par contre, il existe une technique qui a été développée, notamment quand on a commencé à parler du sida. C'est une technique qu'on appelle la PCR, c'est-à-dire que ça ne marche plus. On va plus se baser sur les anticorps et les antigènes, on va se baser sur, tout simplement, l'ADN de la bactérie ou du virus concerné. Et par une technique d'amplification, on va réussir à détecter des traces, même infinitésimales, de cette bactérie. Le défaut de cette technique, la PCR, donc la réaction en chaîne par polymérisation, eh bien le défaut c'est sa qualité en fait. Tout simplement parce qu'il est beaucoup trop sensible et il peut très bien réagir à des traces infinitésimales d'agents infectieux qui sont en quantité insuffisante pour déclencher une pathologie. Donc voilà la limite des tests sérologiques, il faut en parler. Et c'est vrai que quand on vous dit que vous avez, et ça c'est un petit peu la position officielle de la médecine institutionnalisée, si on vous dit que votre test est négatif, vous n'avez pas la maladie de Lyme, ça ne veut rien dire. Et actuellement, les gens qui sont vraiment les spécialistes de la maladie de Lyme, et il y en a de plus en plus, eh bien, ils partent du principe que le diagnostic se fait sur la symptomatologie. Donc, il y a un travail à faire qui est important. Quand on a quelqu'un en face de soi qui est atteint, ou supposé atteint de la maladie de Lyme, qui a des problèmes articulaires, qui a de la fatigue, qui a du mal à s'exprimer, qui a des maux de tête, qui a des démangeaisons, enfin, tous les symptômes, on pourrait passer 3 jours à les énumérer qui peuvent être liés à cette maladie de Lyme, eh bien, si on veut savoir vraiment ce qu'il en est, on va faire une analyse complète, on appelle ça une anamnèse, c'est-à-dire qu'on va interroger le patient, on va interroger le malade, et on va lui demander exactement quels sont tous ses symptômes, quelle est son histoire, quel est son historique médical, professionnel, depuis ses maladies, depuis qu'il est enfant, etc. Et surtout, quels sont les symptômes dont il souffre présentement. Et avec ça, on pourra établir des diagnostics précis et fiables. Mais les tests sérologiques, on les fait quand même, parce qu'effectivement, ils sont quand même... ils peuvent nous indiquer quand ils sont positifs, ils sont positifs. Quand ils sont négatifs, ils ne sont pas forcément négatifs. Ça ne veut pas forcément dire que vous n'avez pas la maladie. Ça, il faut bien le retenir. Alors, un petit peu d'histoire. On dit que 1975, c'était l'année zéro de la maladie de Lyme. Alors, il faut savoir qu'on a invoqué, mais alors c'est toujours pareil, entre théorie du complot, fake news et tutti quanti, il est un petit peu difficile parfois de s'y retrouver. Et c'est vrai qu'en 1975, dans une ville qui s'appelait Lyme, c'est pour ça qu'on appelle ça la maladie de Lyme, bien évidemment, dans le Connecticut, au nord-est de New York, en bord de mer, il y a une ville qui est en bord de mer, et qui est au large de cette ville, de Lyme, eh bien, il y a une île qui s'appelle Palm Island, et c'est un centre de recherche top secret. Et vous savez, vous avez peut-être entendu parler, si vous vous intéressez au sujet, à l'histoire du XXe siècle et de notre époque du XXIe siècle. Après la guerre, il y a eu un projet qu'on appelait le Paper Plan, et les Américains et les Russes se sont bagarrés pour récupérer un maximum de médecins nazis. C'est comme ça, par exemple, que les Américains ont récupéré Wernher von Braun, donc, qui était le patron de la NASA et le chef du projet Saturne V, donc, le projet pour aller dans la Lune. Mais il y a également beaucoup de médecins qui ont été récupérés, russes et américains. Et effectivement, il y avait toute une équipe, et ça c'est une vérité historique, c'est pas de la fake news, il y avait toute une équipe de rechercheurs, de biologistes, donc anciennement allemands, dans les années 50-60 et même plus tard, jusqu'en 1975-80, peut-être même quand il y a encore leurs descendants, enfin pas leurs descendants, mais leurs successeurs qui continuent à travailler sur ces projets. Et à Palm Island, il y avait un gros projet de production d'armes biologiques, et ces armes biologiques, parmi le projet qui était le plus utilisé, au point, je dirais, qui intéressait le plus de chercheurs, et bien c'est tout simplement un centre où on utilisait des maladies biologiques transmises par des vecteurs. Alors par les poux, par les moustiques, par les puces,
par l'éthique, bien évidemment, et on cherchait surtout à développer des maladies, non pas qui allaient toucher l'être humain, et qui allaient détruire le bétail. Parce que l'idée, c'était que quand on était en guerre, c'était la guerre froide, hein, souvenez-vous, l'histoire des missiles cubains, etc. Eh bien, la guerre froide, c'était l'ennemi, forcément, c'était le bloc de l'Est ou le bloc de l'Ouest, c'était l'un ou l'autre, c'était les Russes ou les Américains. Donc les deux prévoyaient des plans pour essayer de détruire l'autre, et parmi ce plan, il y en avait un donc, qui consistait à utiliser des vecteurs, hein, on a parlé donc de poux, de tiques et de moustiques, je vais y arriver. Et effectivement, donc, on a mis au point des bactéries très spéciales, très pathogènes pour le bétail. Et on les a développées en communion, en harmonie, si on peut dire, avec les vecteurs. Et le but, c'était, en cas de conflit, en cas de guerre, on allait parachuter des millions, voire des milliards de moustiques, de tiques, de puces, de poux sur les pays qu'on allait essayer de combattre, et justement pour faire mourir le bétail. Et qui dit mort du bétail, ça veut dire plus de viande alimentaire, plus de lait, plus de fromage, etc., etc. Donc c'était le projet, bon, ça c'est toujours resté lettre plus ou moins morte, quoique on ne sait jamais, ça peut toujours être dans les tiroirs, ça peut toujours être sorti. On a tout un tas dans les laboratoires de recherche, on a tout un tas de microbes et de virus particulièrement virulents et particulièrement dangereux. Je pense à la variole notamment, qui est encore enfermée dans des éprouvettes prêtes à être ouvertes. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Toujours est-il que c'est à côté, donc à quelques encablures de cette île, Pine Island, donc dans la ville de Lyme, dans le Connecticut, que les premiers cas officiellement de maladie de Lyme sont apparus. Il y a eu 5 cas, une épidémie de ce qu'on appelle la polyarthrite juvénile. Et effectivement, on a attribué ça à une maladie vectorielle à tique, ce qui était vrai, parce qu'effectivement, c'était des jeunes adultes qui avaient été touchés, et après, ça s'est répandu. Alors, il faut savoir que l'expansion de cette maladie a été un peu bizarre, puisque dans les années 90, on comptait environ une centaine de cas par an en France, essentiellement en Corse et sur la Côte d'Azur. Toute notre région, l'Est de la France, l'Allemagne, le Massif central, l'Alsace, la Lorraine, toutes ces régions qui sont maintenant extrêmement touchées. Il y a des milliers de cas par an qui apparaissent. On estime qu'on n'a pas les données en France, épidémiologiques. Par contre, on peut penser que c'est proche quand même de ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, il y a plus de 100 000, voire 150 000, voire 200 000 nouveaux cas par an. Et il n'y a aucune raison de croire que ce ne soit pas le même cas en France. Donc, aussi pour dire que l'explication de Pine Island, peut-être que ça a réveillé quelque chose, mais il faut savoir aussi qu'on a trouvé dans le passé, il y avait, vous avez peut-être entendu parler de Ötzi. Ötzi, c'était quelqu'un, un homme de l'époque préhistorique, qui avait été retrouvé congelé, donc on a estimé qu'il vivait il y a environ 5 ou 6 000 ans. Il a été découvert congelé dans un glacier entre la France, l'Autriche et l'Italie, et le glacier s'appelait Ötzi, c'est pour ça qu'on l'a appelé Ötzi. Et en autopsiant cette momie congelée, eh bien on s'est rendu compte qu'il était effectivement contaminé par des borélies pathogènes et qu'il en avait l'intestin plein. Et c'est assez intéressant aussi, bon, pour la petite histoire, c'est qu'il avait il y avait une espèce de sac en peau d'animal, et dans lequel il avait un champignon qu'on trouve sur le bouleau, un champignon parasite du bouleau, et qui est donc utilisé actuellement pour traiter les parasites intestinaux. Et apparemment, il se traitait lui-même avec cette plante qui était effectivement qui avait une bonne action contre les parasites intestinaux. Et c'est vrai que les borélies qu'il avait se situaient au niveau intestinal. Et donc, effectivement, on peut supposer que c'est un des plus anciens cas possibles de traitement par phytothérapie connu. En tout cas sur l'homme, parce que chez l'animal, on en connaît d'autres, notamment les mammouths qui souffraient de dysplasie de la hanche ou d'arthrose de la hanche. Ils mangeaient de l'écorce de saule, donc qui est très riche en salicylate, c'est-à-dire la molécule de l'aspirine, pour s'auto-traiter. Ça remonte à 35 000 ans. Donc voilà, les plantes, on les a utilisées depuis très très longtemps, ce qui est quand même intéressant, parce qu'on verra à la fin de cette petite conférence en quoi elles peuvent nous intéresser, et Dieu sait qu'elles vont pouvoir nous intéresser dans le cas qui nous occupe. Comment peut-on contracter la maladie de Lyme? Officiellement par morsure de tique, ça c'est clair. Par voie sexuelle, la maladie de Lyme est une MLC. Il y a des études qui ont été faites, qui l'ont prouvé. Effectivement, quand on étudie la flore microbienne de certains de couples, des gens qui vivent ensemble depuis longtemps, donc on constate qu'ils ont les mêmes flores, et celui qui est atteint de la maladie de Lyme, sa conjointe est également atteinte de la même maladie de Lyme avec les mêmes souches.
Transmission materno-fœtale, ça a été attesté donc, par un chercheur de Montpellier donc, qui a fait des études sur l'animal. Effectivement, la mère porteuse, enfin la mère qui est enceinte, qui porte un embryon, un fœtus, eh ben, elle peut transmettre la maladie à sa progéniture. J'ai eu un cas un peu particulier, c'est des gens qui m'ont appelé il y a quelques années, et en fait c'est un groupe de 8 personnes et qui ont fait un voyage à Lourdes, et donc avec l'histoire de la piscine miraculeuse, et ils sont immergés dans la piscine, et quelques jours après, ils avaient tous la maladie de Lyme avec la même souche. Et un des enfants de ces 8 personnes, étant biologiste, a fait des prélèvements, et c'est lui qui a observé ça, et c'était vraiment le seul point commun. Il y a une petite enquête qu'ils ont faite eux-mêmes. Ben, effectivement, ils ont été contaminés suite à l'immersion dans la piscine miraculeuse de Lourdes. Donc ça veut dire que, bon, souvenez-vous, il y a des pathologies. La bilharziose, par exemple, c'est une maladie, ce qu'on appelle la maladie du baigneur. Effectivement, les bactéries ou les parasites sont tellement petits qu'ils peuvent franchir la barrière cutanée, et ça provoque effectivement des infections. Donc effectivement, par voie transcutanée, on peut supposer qu'il peut y avoir donc des contaminations, des maladies de Lyme qui apparaissent comme ça. Mais je dirais, et là c'est quelque chose qui est très peu connu actuellement, on commence quand même un petit peu, moi je fais beaucoup de conférences sur le sujet, ça commence un petit peu à être connu, c'est ce que j'appelle le mécanisme endogène. En fait, souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, la maladie de Lyme, les Borrelia, qui est la principale bactérie responsable de la maladie de Lyme, quand elle est pathogène, eh bien ce sont des bactéries qui font partie de nos flores. Elles font partie de notre organisme. Tout le monde connaît maintenant, on en parle énormément, on parle de l'intestin, deuxième cerveau, parce qu'il y a une flore importante microbienne. On sait que les flores intestinales, par exemple, elles aident à la digestion, elles aident à l'immunité, elles sont une barrière immunitaire. Au niveau de la peau, c'est également une barrière immunitaire. La flore cutanée nous protège. Les gens qui se lavent trop, qui se lavent 2-3 fois par jour avec du savon, ils décapent cette flore microbienne, et ils ont quoi? Ils ont des pathologies, ils ont des mycoses, des choses comme ça. C'est les mycoses des gens qui se lavent trop, parce qu'effectivement, ils enlèvent les flores cutanées, elles ne font plus leur barrière, et non plus, ils enlèvent cette barrière de protection immunitaire. Donc elles ont un rôle à ce niveau-là, mais elles ont un rôle également, les bactéries, qui est beaucoup plus important. Elles ont un rôle de protection immunitaire, elles ont un rôle de digestion, elles ont un rôle métabolique, mais elles fabriquent également tout un tas de choses, notamment elles fabriquent les neurotransmetteurs. Vous connaissez tous la sérotonine, c'est le neurotransmetteur, la neurohormone du bien-être, de la bonne humeur. Eh bien, elle est fabriquée à 80% par les bactéries de notre tube digestif et par les cellules du tube digestif. Donc pour ça, il faut bien comprendre une chose, c'est que ces bactéries, elles ont un rôle important, et encore plus important qu'on l'imagine. Une petite parenthèse par rapport à un certain nombre de symptômes de Lyme. Alors je vous rassure tout de suite, c'est pas parce que vous avez éventuellement une maladie de Lyme que vous êtes plus exposé à la maladie d'Alzheimer. Mais on s'est quand même rendu compte, il y a une étude, et ça, là aussi, ça apporte de l'eau à mon moulin, vous allez voir pourquoi, vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Il y a un chercheur qui s'appelait MacDonald, qui en 2006, donc ça fait quand même 13 ans, à l'hôpital c'est un centre de New York, ça s'appelle le centre Sainte-Catherine, le Siena Medical Center, et ils ont fait, vous pouvez regarder sur Internet, c'est facile à trouver, eh bien, ils ont fait des études comme quoi, en autopsiant des gens qui étaient décédés de la maladie d'Alzheimer, on s'est rendu compte que, vous savez, la maladie d'Alzheimer, il y a 2 lésions cérébrales différentes. Il y a d'une part ce qu'on appelle les plaques bêta-amyloïdes, qui sont en dehors des neurones, entre les neurones, et les protéines tau qui se trouvent dans les neurones. Donc la première atteinte, c'est au niveau effectivement des plaques bêta-amyloïdes. On peut les détecter par exemple en faisant des prélèvements de liquide céphalorachidien. Eh bien, ces plaques bêta-amyloïdes, on s'est rendu compte qu'en fait c'était des kystes dans lesquels il y avait des borrélies pathogènes concentrées. Donc il y a un lien évident. Et vous verrez que ce lien entre les maladies neurologiques et la maladie de Lyme sont encore plus profonds qu'on l'imagine, parce que, et là c'est quelque chose c'est une grande nouveauté, c'est presque un scoop, ça fait vraiment très peu de temps qu'on commence à s'en rendre compte. Eh bien, nos neurones, ce sont en fait des spirochètes, c'est-à-dire des maladies, la famille des maladies, des borrélies qui provoquent la maladie de Lyme. Eh bien, ces spirochètes, en évoluant au fur et à mesure des millions d'années d'évolution, ils se sont différenciés et ils sont devenus des neurones. Nos neurones, ce sont des bactéries de la famille des borrélies évoluées, différenciées. Et ça a une implication énorme. Et ça, c'est vraiment ce qui explique que les traitements antibiotiques, ça ne peut pas marcher, parce qu'il y a une adéquation, comment on peut dire, une familiarité, une similitude familiale entre, justement, toutes nos cellules, beaucoup de nos cellules, et les borrélies responsables de la maladie de Lyme. Vous me suivez, ça va? Je ne vais pas trop vite?
Autre chose, par rapport à, on parlait des problèmes neurologiques de la maladie de Lyme, il faut savoir aussi que très souvent, la maladie de Lyme, quand elle se manifeste au niveau neurologique, elle est vraiment très, très particulière, elle est vraiment très pernicieuse. Pourquoi? Parce qu'elle va altérer le comportement du malade. Jusqu'à ce que certains patients, et c'est malheureux pour eux, il faut vraiment, la première démarche quand on a la maladie de Lyme, c'est de voir sa maladie en face et de le refuser de s'y soumettre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont considérer la maladie de Lyme comme faisant partie d'eux-mêmes, et c'est très difficile. Il y a un comportement qui est... C'est une pathologie, hein, bien sûr, c'est pas un comportement psychologiquement morbide, c'est vraiment quelque chose qui est lié à la maladie. C'est pas un comportement psychologiquement qui précède la maladie de Lyme, c'est vraiment consécutif à la maladie de Lyme. Et vraiment, les gens qui sont atteints de cette maladie de Lyme, eh bien, ils vont avoir une relation avec cette maladie qui est vraiment très pernicieuse et très difficile à surmonter. C'est vraiment un combat, et il faut refuser de lâcher le moindre terrain. C'est quasiment une possession qui se passe, et il faut vraiment refuser de lâcher du terrain. Et là, effectivement, les thérapeutes doivent apporter énormément de soutien, même l'entourage aussi doit apporter énormément de soutien, parce qu'effectivement, quand on a dans son entourage quelqu'un qui a la maladie de Lyme, ça peut être difficile à supporter. On peut dire que c'est une maladie familiale, parce que comme l'autisme ou comme la maladie d'Alzheimer, ça nuit à l'équilibre familial complet. Et c'est ça qui est difficile à comprendre, parce que c'est vrai que les malades de Lyme ne vivent plus qu'autour de leur maladie. Il faut vraiment sortir de ce schéma-là. Et c'est vrai que l'entourage souffre de cette pathologie-là et finit par ne plus supporter le malade. Parce qu'effectivement, il y a plus. Quand il y a dans une famille, comme dans une maison, il y a quelqu'un qui atteint de la maladie de Lyme, tout le monde tourne autour de la maladie de Lyme. Parce qu'effectivement, la maladie de Lyme est envahissante. Et ça, effectivement, c'est un problème psychologique qu'il faut vraiment... c'est un des points les plus importants à traiter et les plus difficiles peut-être à résoudre. Alors, qu'est-ce que c'est que... Je parle là de Lyme sans Lyme. Alors, pourquoi je parle de Lyme sans Lyme? Effectivement, parce que je suis moi persuadé, quand on parle justement de ces mécanismes de la maladie de Lyme, comment elle se déclenche, parce que par contamination endogène, parce que quand on est soumis à une intoxication, à un stress oxydatif, au vieillissement, quand on est soumis à un stress psychique, quand on est soumis à un burn-out, quand on est soumis à des intoxications chroniques, Dieu sait si les métaux lourds, les perturbateurs endocriniens, le fluor, les dioxines, le fluor, elle joue un rôle important puisque c'est un très puissant neurotoxique, mais il faut savoir par exemple que M. Soribès parlait tout à l'heure de notre système, de notre société qui est de plus en plus, de notre monde qui est de plus en plus pollué, perturbé, etc. Et c'est vrai, on le sait notamment parce qu'on a un indicateur qui est très très précis, c'est le sang du cordon ombilical des enfants nouveau-nés. Eh bien, dans les années 80, dans certains, c'était Greenpeace qui avait diligenté ce genre d'études. Eh bien, dans les années 80, dans certains hôpitaux, notamment aux États-Unis, on faisait systématiquement des prélèvements de cordon ombilical d'enfants nouveau-nés. Et on trouvait entre 80 et 85 molécules toxiques différentes, ce qui est déjà quand même énorme. Et par contre, dans les années 2005 ou 2010 ou 2015, on a recommencé à faire ces études-là. On les a fait tous les ans. Il faut savoir qu'en 2010, par exemple, eh bien, on n'était plus à 85, on était à 300 molécules toxiques différentes. Il faut savoir notamment que tous les enfants nouveau-nés du monde entier, si on prélève leur sang ombilical, les nouveau-nés, eh bien, on va trouver des dioxines et à une dose qui est de 1 ppm, c'est-à-dire une part par million, et eh bien, c'est le seuil de toxicité pour les dioxines. Ça veut dire que tous les enfants sont contaminés, tous les enfants qui naissent maintenant sont contaminés par la dioxine. Et quand je dis la dioxine, c'est un exemple parmi 300 ou 400 molécules différentes. Et ce qui est encore le plus inquiétant, c'est qu'en 1980-85, on était à 60 molécules, on est à 300 en 2010, à combien on sera en 2030 ou 2040? Parce que c'est un phénomène qui est exponentiellement croissant. Donc, la maladie de Lyme, sans Lyme, bon, pourquoi je dis ça? C'est tout simplement que la maladie de Lyme, en fait, c'est un syndrome d'immunodéficience. L'immunité dégringole. L'immunité, elle est perturbée. C'est pour ça que le système, non seulement l'immunité est basse, c'est-à-dire qu'on va moins résister aux infections, dont les borrélies, quand elles se présentent, bien évidemment, pathogènes, mais également, il va y avoir une perturbation. C'est-à-dire qu'il va y avoir des maladies auto-immunes. C'est-à-dire que le système immunitaire, il va non seulement être moins efficace, mais en plus, il va être complètement perturbé. Et c'est pour ça qu'il va y avoir des mélanges, des réactions. Qu'est-ce que c'est qu'une maladie auto-immune? C'est quand le système immunitaire se trompe d'ennemi et va attaquer l'organisme dont il fait partie. Un exemple qui est plus facile à comprendre, c'est la polyarthrite rhumatoïde.
La polyarthrite rhumatoïde, c'est dû en fait à une destruction progressive des cellules articulaires. C'est très douloureux, ça touche les grosses articulations, mais également les pieds, les mains, les coudes, les genoux. Et c'est une maladie qui est d'apparition récente, comme toutes les maladies auto-immunes. Il y a des dizaines et des dizaines de maladies auto-immunes qui existaient déjà avant et qui sont en croissance exponentielle. Là aussi, c'est sans doute lié à cette augmentation constante de la pollution de notre environnement. Ça, c'est clair. Et cette polyarthrite rhumatoïde, elle est due en fait parce que dans notre intestin, il y a une bactérie qui s'appelle le protéus. Et ce protéus, il a un rôle important dans la digestion. Mais quand la muqueuse intestinale est lésée, c'est une des premières causes de l'intoxication, eh bien, ce protéus, il va passer dans la circulation générale. Et là, il n'a rien à y faire. Donc pourquoi? Parce que sa place, c'est dans l'intestin. Donc ce n'est pas une bactérie à proprement parler pathogène, mais de par sa localisation qui n'est pas la bonne, eh bien, elle devient pathogène. Et qu'est-ce qui va se passer? Le système immunitaire va fabriquer des anticorps spécifiques pour lutter contre ce protéus, mais par une bizarrerie de la nature et par un dérèglement du système immunitaire, et bien qu'est-ce qui va se passer? Il va attaquer certaines cellules qui ressemblent sur le plan antigénique au protéus, c'est-à-dire les cellules articulaires, et il va détruire les cellules articulaires. C'est l'exemple parfait, il y en a plein d'autres. On connaît la sclérose en plaques, on connaît la thyroïdite d'Hashimoto ou de Maslow, il y en a d'autres, les polyarthrites juvéniles, etc. Et toutes ces maladies auto-immunes, c'est une conséquence effectivement que du fait de la pollution environnementale galopante, eh bien, notre système immunitaire, il ne sait plus à quel sens jouer, il est épuisé, comme le foie d'ailleurs, qui lui aussi travaille au niveau de la détoxication, et c'est un des premiers organes à souffrir justement, et c'est vrai que les problèmes d'hépatite, tout le monde connaît la stéatose hépatique, la maladie du foie gras, qu'on appelle vulgairement la maladie du foie gras, eh bien, elle est en pleine explosion. Donc toutes ces pathologies-là, elles continuent elles prouvent, donc elles confirment donc justement ce problème lié à l'augmentation croissante, exponentiellement croissante de la pollution. On s'éloigne de la maladie de Lyme, vous allez dire, ben nous on est en plein dedans. Parce que justement, pourquoi je dis qu'il y a Lyme sans Lyme? Parce que la maladie de Lyme, c'est pour ça que je parle également de syndrome global, c'est pas forcément dû à une borrélie ou à une autre bactérie. C'est tout simplement notre système immunitaire, notre terrain qui s'affaiblit. Il y a, on parlait M. Soribès parlait justement du fait que nous faisons partie de l'environnement, bien évidemment, donc nous aussi, nous sommes en état de dégénérescence. Si on compare l'immunité des gens qui vivent, des populations européennes qui vivent maintenant, eh bien, elles ont 50% d'immunité en moins, j'ai failli dire d'humilité. C'est pas forcément faux non plus. Et je n'ai pas fait exprès. Donc, elles ont 50% d'immunité en moins que les gens qui vivaient il y a 50 ans. Donc forcément, ça se manifeste par une explosion de nos pathologies. On vit plus vieux peut-être, mais on ne vit pas forcément mieux. Et encore, ça reste à prouver parce que les courbes ont tendance à s'infléchir vers la diminution de la longévité. C'est un autre problème. Pollution omniprésente, évidemment. Donc Lyme, c'est une maladie de l'environnement, c'est une maladie environnementale. Donc les maladies auto-immunes, on les a vues. Les échecs du système immunitaire, on les a vus. Pourquoi? Parce qu'effectivement, non seulement il y a les perturbations, comme quand on parle de maladies auto-immunes, mais il y a également aussi des baisses d'immunité, on est plus fragile. Et c'est vrai qu'on le voit quand il y a des épidémies de grippe ou de choses comme ça, ou de gastro-entérite et autres. Mais effectivement, c'est des pathologies qui se répandent comme des traînées de poudre. Et plus le temps passe, plus les individus sont fragiles et plus les individus sont susceptibles de contracter ce genre de pathologie. Là, on attaque la deuxième partie. Donc là, la première partie, c'était vraiment les généralités. Les flores microbiennes, quelle est l'importance des flores microbiennes? Vous allez comprendre pourquoi. Je propose donc une autre explication à la maladie de Lyme, que justement cette maladie passe bêtement infectieuse. Un virus, une bactérie rentre dans un organisme. Il déclenche les réactions du système immunitaire, il déclenche des symptômes, et il y a un traitement à base d'anti-infectieux, comme les antibiotiques par exemple. Et si l'agent agresseur est sensible aux anti-infectieux, aux antibiotiques, eh bien on guérit. Sinon, la maladie s'aggrave et peut se terminer par la mort dans les cas de septicémie par exemple. Donc ça c'est le schéma classique. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors il y a une famille de bactéries qui est très importante qu'on appelle les spirochètes. Et les spirochètes, donc c'est Leptospira, c'est Treponema et c'est Borrelia. C'est-à-dire que c'est trois sous-groupes importants, dont le tréponème, on le connaît, c'est la maladie de la syphilis. Les leptospires, ce sont également des maladies donc, qui font partie des spirochètes, de la famille des spirochètes, et qui provoquent également des maladies potentiellement mortelles. Le troisième, ce sont les borrélies, qui provoquent des maladies potentiellement mortelles aussi, quand elles sont pathogènes. Spirochètes, c'est quelque chose de très particulier, parce qu'effectivement, ce sont des cellules qui vont être à l'origine, comme je l'ai dit tout à l'heure, de nos neurones. C'est des cellules
pardon, ce sont des cellules, ce sont des bactéries qui ont une caractéristique, c'est qu'elles sont mobiles. C'est ce qui les rend vraiment très différentes. C'est vraiment une famille à part. Elles sont sous forme de spirales, c'est pour ça qu'on les appelle des spiroquettes. Et elles ont une caractéristique, c'est qu'elles sont mobiles. Et si elles sont mobiles, si vous voulez, au niveau de l'importance des flores microbiennes par rapport à notre organisme vivant, certains disent qu'il y a, pour une cellule, il y a jusqu'à 10 bactéries. Et en fait, c'est complètement faux, parce qu'il y en a beaucoup plus que ça. Et ces bactéries, si on prend par exemple une cellule de foie, une cellule de pancréas, une cellule de la peau, n'importe quelle cellule de notre organisme, eh bien, on se rend compte que dedans, qu'est-ce que c'est qu'une cellule? C'est une petite vésicule qui contient donc un noyau avec du matériel chromosomique dedans, ce qu'on appelle le matériel génétique, l'ADN, et en dehors du noyau, toujours dans la cellule, dans ce qu'on appelle le cytoplasme, qui est le gel qui remplit la cellule, il y a ce qu'on appelle des mitochondries. Alors qu'est-ce que c'est qu'une mitochondrie? C'est quelque chose de très important pour la cellule, parce que jusqu'à présent on considérait que c'était ce qui fabriquait l'énergie de la cellule. C'est là où le glucose est brûlé, c'est la centrale énergétique de la cellule, et ce qui permet à la cellule de fonctionner. Et en fait, ces mitochondries, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il y a 200 millions d'années, ou 2 milliards d'années, ou 2 milliards et demi d'années, quand les premières formes de vie qui sont apparues sur Terre, c'était les bactéries. Et ces bactéries, après d'autres cellules plus évoluées, qu'on appelait les cellules à noyau, nos cellules du pancréas, du foie, des reins, etc., eh bien, elles ont absorbé des bactéries, et ces bactéries sont devenues des mitochondries. C'est-à-dire que la mitochondrie dans la cellule, il y a 3 milliards d'années, c'était une bactérie, et elle s'est intégrée à la cellule, elle se reproduit avec la cellule. Mais c'est une bactérie. Et c'est ça qui est hyper important, c'est vraiment quelque chose de très récent dans le domaine de la science, c'est quelque chose qu'on connaît depuis très peu de temps. Eh bien, elles ont un rôle particulièrement important à jouer parce qu'elles ne jouent pas que le rôle de centrale énergétique, elles sont le cerveau, elles sont le moteur de la cellule, elles vont régler, elles vont diriger toute la cellule, tout le cycle de la vie cellulaire, elles vont provoquer sa différenciation, elles vont contrôler sa reproduction, et quand la cellule est malade ou quand elle est cancéreuse, eh ben, elles vont ordonner ce qu'on appelle l'apoptose, c'est-à-dire la mort de la cellule, la mort autoprogrammée de la cellule. Ça veut dire qu'elles ont un rôle important, ces anciennes bactéries, elles ont un rôle dans la cellule qui est hyper important, elles sont vraiment la partie peut-être la plus importante de la cellule. Ce sont elles qui conditionnent, et ce sont d'anciennes bactéries. Et il y en a entre 200 et 3000 par bactérie. Ça veut dire qu'on n'a pas 10 bactéries pour une cellule dans nos organismes, on en a 1000 ou 2000 fois plus. Ça veut dire le rôle, l'importance des bactéries dans nos organismes. Bien sûr, ça c'est ce que j'appelle moi le microbiote mitochondrial, et on connaît maintenant, ça aussi c'est récent, ça passe même, il y a même des pubs par rapport à certains aliments pour développer justement ces flores intestinales, même dans les cosmétiques maintenant on commence à parler du microbiote et du microbiome, c'est-à-dire c'est l'ensemble de nos flores microbiennes. Ça veut dire que non seulement les bactéries, nos cellules sont des évolutions de nos bactéries, mais elles contiennent des bactéries, elles sont, je dirais, contrôlées complètement par le monde bactérien. Nous sommes des colonies bactériennes, et c'est vraiment ça qui est important à comprendre pour comprendre les pathologies liées justement aux maladies infectieuses comme la maladie de Lyme. On est complètement en dehors du schéma de Pasteur qui disait un microbe provoque une maladie, un traitement spécifique de ce microbe va guérir la maladie. C'est 1 milliard de fois plus complexe que ça. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à guérir la maladie de Lyme, et c'est pour ça que même avec des traitements antibiotiques, on n'arrive pas à guérir la maladie de Lyme. Ce qui est aussi important quand même à connaître, c'est que quand nos cellules... Ah, j'ai un peu trop vite. Quand les cellules sont apparues et qu'elles se sont développées, elles avaient, pour se développer et pour réussir à survivre dans un milieu hostile, parce que c'est vrai qu'il y a 3 milliards d'années, le monde n'était pas organisé comme maintenant, et les cellules apparaissaient, donc les bactéries sont apparues, après elles se sont différenciées en certaines cellules, et après les bactéries ont intégré les cellules qui ont pu se développer. Et pourquoi les cellules les ont pu se développer? Pour une raison très simple, c'est qu'elles ont acquis 2 principes fondamentaux qui étaient indispensables à leur survie, à leur évolution, c'est la mobilité, les biologistes parlent de motilité, et l'indépendance énergétique. On a vu que les mitochondries ont donné, en permettant aux cellules de brûler du glucose, de fabriquer donc de l'énergie due à la combustion du glucose, mais chez les végétaux par exemple, ce sont les chloroplastes qui étaient également des bactéries qui ont intégré la cellule végétale et qui ont permis donc la photosynthèse, c'est-à-dire la production d'énergie à partir du soleil, à partir de la lumière. Donc ce sont des bactéries qui sont à l'origine de ça. Nos cellules peuvent
Un bon samaritain donne à boire à ce pauvre blessé. Merci. Ah, ça fait du bien. Donc, non seulement les bactéries ont donné à nos cellules l'indépendance énergétique, mais elles leur ont donné la mobilité. Et c'est quoi la mobilité? Alors, c'est par exemple ces flagelles du spermatozoïde, c'est les cils de nos muqueuses respiratoires. Vous savez, quand on parle beaucoup, puis qu'on commence à avoir les muqueuses sèches, on se met à tousser, parce que si on élimine tout ça, c'est qu'il y a des cils vibratoires qui vont éliminer les poussières qui s'accumulent. Et donc ça, c'est quand même important. Mais aussi, elles ont permis la mobilité, ce que j'appelle la mobilité intérieure des cellules. C'est-à-dire que les cellules peuvent se diviser, justement, grâce à une mobilité. Parce que quand une cellule se divise, c'est ce qui lui permet de sa pérennité, c'est ce qui lui permet de se reproduire. Quand une cellule commence à être usée, elle se divise en deux cellules filles. Alors que les cellules souches vont se différencier, tout ça, c'est une mobilité intérieure, parce qu'il y a des matériaux qui vont être déplacés pour que c'est tout un travail, mais de déplacement. Donc il faut que l'intérieur de la cellule, les structures, les substances qui sont dans la cellule soient mobiles. Eh bien, tout ça, c'est justement les spirochètes qui ont donné ça à nos cellules, et ce qui veut dire qu'effectivement, les bactéries ont donné les deux points importants pour la survie de la cellule, c'est l'indépendance énergétique et la mobilité. Donc ça veut dire que lutter contre les bactéries systématiquement pour les éradiquer, c'est une erreur, c'est une abomination, ça ne peut être que voué à l'échec. Parce que justement, on l'a prouvé, les spirochètes, donc les Borrelia, responsables entre autres de la maladie de Lyme, quand elles deviennent pathogènes, eh bien, il ne faut pas les éradiquer parce qu'on va éradiquer les bonnes et les mauvaises. Il se passe en fait, quand je parlais tout à l'heure de oui, ça va, il me reste encore du temps. Quand on a parlé justement de cette radicalisation des bonnes bactéries en mauvaises, il y a un facteur qui est externe, c'est pour ça que je parle de Lyme sans Lyme. Et ce facteur externe, qu'est-ce que c'est? C'est l'intoxication, qui est au premier chef, qui va justement perturber tous nos messages biologiques subtils. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'un message biologique subtil? Encore un concept nouveau. Si vous prenez un être humain, chacun d'entre nous, chaque seconde qui passe, chaque seconde que Dieu nous accorde à vivre, eh bien, nous avons 10 000 réactions chimiques par seconde. Ces réactions chimiques par seconde, eh bien, elles sont régulées par quoi? Elles sont régulées par des messages biologiques subtils qu'on ne connaît pas. Alors effectivement, on va parler de contrôle enzymatique, on va parler d'influx nerveux, on va parler d'endocrinologie, d'hormones, de fluctuations hormonales, mais tout ça, d'allostérie également. Mais tout ça, c'est trop lent, c'est beaucoup trop lent, donc il faut qu'on ait d'autres choses, il y a d'autres moyens de communication, et ça, c'est un petit peu quelque chose qui est vraiment à l'étude actuellement. On sait que ça existe, on en objective les manifestations, mais on est incapable de comprendre quelle est cette énergie, parce que justement, ce n'est pas une énergie électromagnétique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rapide, qui est instantané. Et là, c'est un concept qui échappe un petit peu à la biologie classique, et là, on rentre de plein pied dans ce qu'on appelle la biologie quantique. Et en fait, je vais prendre un exemple qui est inspiré d'une discipline nouvelle qu'on appelle la chrononutrition. Il faut savoir que le matin, au réveil, on fabrique de l'insuline. Cette insuline, elle est destinée à gérer des sucres qu'on appelait avant des sucres lents, pas des sucres rapides. Si vous prenez des sucres rapides, vous allez épuiser cette insuline trop vite. C'est pour ça que la confiture le matin au petit déjeuner, c'est pas une bonne idée. Il faut des sucres lents, certes, donc des céréales, des choses comme ça, mais il ne faut pas de sucre rapide. Et cette insuline, elle va être épuisée très très vite. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Et elle va être épuisée très très vite, donc il va y avoir une hypoglycémie. Donc un besoin, c'est pour ça que c'est après le petit déjeuner classique à la continentale avec le jus d'orange, le thé ou le café sucré, et puis le croissant, le pain au chocolat, le beurre et la confiture, c'est pas bien. C'est pas bien, parce qu'à 11h, on le constate dans toutes les collectivités, que ce soit dans les écoles et autres, c'est le coup de pompe, c'est l'hypoglycémie de 11h, parce que cette insuline, elle n'est pas faite pour consommer des sucres rapides, elle est faite pour consommer des sucres lents. Si vous prenez donc cette insuline qu'on peut appeler physiologique, et il y a une autre insuline qu'on va appeler l'insuline postprandiale. Et quand vous mangez du sucre à n'importe quel moment de la journée, un sucre rapide, vous allez provoquer, votre cerveau va enregistrer le message sucré, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va ordonner au pancréas de fabriquer de l'insuline. Une insuline qui va permettre l'assimilation rapide de ces sucres rapides. Et en fait, nos cellules, sont capables de faire la différence entre l'insuline physiologique et l'insuline postprandiale. Et on ne sait pas par quel mécanisme. Parce que si on fait correspondre nos prises de sucre et de bons sucres avec les pics naturels physiologiques d'insuline, le matin, à midi et en fin d'après-midi, eh bien, nos cellules, on n'aura jamais d'état
de prédiabète, on n'aura jamais d'état de résistance à l'insuline, parce que nos cellules sont capables de faire la différence. Vous me suivez? Ça veut dire que, effectivement, pourquoi je vous dis ça? C'est tout simplement pour vous donner un exemple de ce que sont les messages biologiques subtils. On ne sait absolument pas comment la cellule peut faire la différence entre l'insuline fabriquée par le pancréas physiologiquement le matin, à midi ou le soir, de l'insuline également fabriquée par le pancréas juste après une prise de sucre. Et ça, c'est une illustration de ce que sont ces messages biologiques subtils. Alors, je vais vous prendre un autre exemple. C'est une expérience de physique quantique. Je l'appelle l'expérience Aspect. Pourquoi? Un physicien qui s'appelait Aspect, un Français, en 1972, il a fait une expérience. Et cette expérience, pour vous expliquer, on peut dire que si on part, vous imaginez une route droite et deux voitures qui sont cul à cul sur cette route droite et qui vont donc partir dans des directions diamétralement opposées. Et elles s'éloignent du point de départ à 100 km/h. Ça veut dire que chaque voiture va s'éloigner de l'autre d'une vitesse relative de 200 km/h. C'est pour ça, par exemple, qu'un choc frontal, c'est particulièrement dangereux, parce que les deux vitesses du véhicule, quand c'est dans l'autre sens, une voiture qui arrive à 100 km/h en face d'une autre qui arrive également à 100 km/h, elle se percute avec une vitesse relative de 200 km/h. On est bien d'accord. Maintenant, imaginez une source lumineuse. Cette source lumineuse, eh bien, elle va générer ce qu'on appelle des photons, des particules de lumière, de matière et d'énergie, à l'état intermédiaire entre la matière et l'énergie, ou plutôt l'état à la fois matière et énergie. Et si vous prenez deux photons qui vont s'éloigner l'un de l'autre de la source lumineuse diamétralement opposée, ils vont s'éloigner de la source lumineuse de 300 000 km par seconde. C'est la vitesse maximum de la lumière. Et ils vont s'éloigner l'un de l'autre de 300 000 km par seconde. Parce qu'ils ne peuvent pas s'éloigner l'un de l'autre de 600 000 km par seconde, parce que c'est un des paradoxes de la physique quantique, de la biologie quantique. Et par contre, et c'est là que ça devient intéressant, si vous appliquez une information à l'un des photons, eh bien instantanément, même s'ils sont à des millions de kilomètres l'un de l'autre, eh bien l'autre photon va recevoir également cette même information. C'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. Eh bien, notre organisme, il fonctionne selon un mécanisme d'intrication quantique. Ça veut dire que nos cellules, nos structures cérébrales, nos cellules entre elles, nos cellules et nos bactéries, dont on a vu le rôle important qu'elles avaient, eh bien, elles vont fonctionner ensemble en harmonie avec justement des messages, des communications permanentes. Quand, sous l'effet de l'intoxication, alors l'intoxication, c'est quoi? C'est les métaux lourds, c'est le fluor qu'on va trouver dans les dentifrices, qui, au demeurant, ne sert strictement à rien, parce que le fluor n'a jamais eu la moindre rôle de protection contre la carie dentaire. Par contre, le fluor est un neurotoxique puissant, il faut le savoir. Les imafluor à qui on donnait aux enfants, les petites pilules qu'on donnait aux enfants, ça n'a pas contribué à leur développement cérébral, bien au contraire. Je suis désolé de la mauvaise nouvelle, mais il est toujours temps d'arrêter. Les dentifrices au fluor, si vous voulez dans une grande surface acheter un dentifrice, si vous voulez un dentifrice sans fluor dans une grande surface, vous allez avoir beaucoup de mal. Et dernièrement, j'étais justement dans un magasin bio, et j'avais demandé donc à la dame qui s'occupait du rayon cosmétique de me trouver un dentifrice sans fluor, et puis elle m'a dit, de toute façon, tous nos dentifrices sont sans fluor. Les dentifrices bio sont sans fluor. Moi, j'ai dit, écoutez, non, on en prend un au hasard, celui-là, il y a du fluor dedans. Puis elle me dit, ah bon, alors si c'est dans du bio, c'est que c'est pas si mauvais que ça. Bon, ça fait un peu peur quand même. Donc faites attention quand même c'est pas parce que votre dentifrice est bio qu'il n'y a pas de fluor dedans, donc faites bien attention quand même. Et le mieux sur le dentifrice, c'est de le faire soi-même. Il y a plein de méthodes sur internet. On peut prendre de l'argile, du bicarbonate, des huiles essentielles, un peu d'huile essentielle de romarin à camphre verbenone par exemple, 2 gouttes de menthe poivrée. En plus, ça vous fera la laine fraîche et il n'y aura pas de problème pour votre cerveau. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est toujours ça de moins à éliminer. Il y a d'autres exemples. J'ai pris comme exemple le centième singe. Bon, on n'a pas tellement le temps de développer ça. Vous connaissez tous cette histoire ça se passait au Japon dans les années 50. Il y a des naturalistes qui observaient le comportement d'une tribu de singes qu'on appelle les singes à face blanche. Vous savez, c'est des singes japonais et qui ont une magnifique couronne de barbes blanches. Ils se baignent dans les eaux glacées du Japon, des montagnes du Japon. Et donc, il y a un des chercheurs qui avait offert une patate douce à une jeune représentante de la tribu des singes, et il lui avait posé sur le sable devant elle. Et comme il y avait un peu de sable, ça ne lui a pas plu, et comme c'était en bord de mer, il allait laver sa patate douce dans l'eau de mer, et puis en plus ça lui a bien plu, parce qu'en plus c'était un peu plus salé, puis il n'y avait plus de grains de sable. Et en quelques semaines, tous les singes, quasiment, de la tribu qui vivait sur cette petite île au Japon, ils ont fait pareil. Et ce qui est un petit peu bizarre, et ce qui a interpellé les chercheurs, c'est que quelques années après, tous les singes de toute la planète de la même espèce faisaient la même chose.
Donc il y a une communication effectivement qui se fait au-delà de ce qu'on appelle l'électromagnétisme. Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, et les singes n'en avaient pas, bien évidemment. Ils n'avaient pas de tablette connectée, ils n'avaient pas de montre connectée, ils n'avaient pas d'iPhone, mais la connexion, elle se fait. C'est intéressant quand même à développer. La mémoire de l'eau également est un bon exemple. Je n'en reviens pas dessus parce que ça va être trop long. Donc, pour résumer, donc l'endosymbiose, qu'est-ce que c'est? C'est l'union énergétique entre les bactéries et les cellules. Donc, indépendance énergétique, mobilité externe, mobilité interne, on l'a vu. Et pourquoi on sait ça? Pourquoi on a attribué cette mobilité, l'origine de la mobilité aux spirochètes? Ben, c'est tout simplement qu'il y a une petite structure microscopique intracellulaire qu'on appelle les microtubules, qu'on va retrouver dans les filaments des spirochètes. Je vous ai dit, un filament, les spirochètes, ce sont des spirales, hein, c'est une espèce de spirale tout simplement, et qui se déplacent, qui ont une mobilité, et ce qui leur donne la mobilité, c'est cette structure en microtubule. Et le microtubule, c'est également ce qu'on trouve au niveau de l'axone des neurones. L'axone des neurones, vous savez, les neurones, il y a un corps cellulaire, il y a des grands prolongements qu'on appelle des axones, qui vont donc très très loin, qui véhiculent l'influx nerveux. Eh bien, cette énergie, cet influx nerveux, il est véhiculé grâce à ces microtubules, qui sont des héritages des spirochètes. Tout ça pour vous dire que tout simplement, l'approche pasteurienne, le microbe ennemi de la cellule, non. La bactérie, elle est la vie de la cellule. J'ai presque envie de dire que elle a l'origine de la vie, elle protège la vie, c'est quasiment le souffle divin qui a animé la matière. Et c'est pour ça, en repartant, il faut repartir sur un nouveau paradigme, il faut remettre les choses différemment et se dire que non, la maladie de Lyme, c'est pas une maladie infectieuse basique, comme on pourrait le croire, comme un rhume, un simple rhume, ou une grippe, ou une chose comme ça, ou une rougeole, une rubéole. Non, c'est pas ça. C'est un syndrome global d'intoxication, d'immunodéficience, d'immunoperturbation et de contamination endogène. Parce que quand nos messages biologiques sont perturbés, tous ces messages biologiques dont je vous ai succinctement exposé la nature et le fonctionnement, eh bien ces messages biologiques, quand ils sont perturbés, eh bien, les cellules ne communiquent plus entre elles, les bactéries ne communiquent plus entre elles et avec nos cellules, et certaines bactéries deviennent pathogènes, tout simplement. C'est une radicalisation interne. Et quand il y a... Alors la cause de cette radicalisation, ça peut bien sûr être une morsure de tique qui va injecter dans l'organisme des espèces d'envahisseurs qui vont faire passer le message et qui vont donc convertir d'autres borrélies à la pathologie et qui vont donc devenir pathogènes. Mais ça vient quand même toujours, ça peut être l'intoxication, bien évidemment. On a parlé des métaux lourds, du fluor, de la dioxine, des perturbateurs endocriniens, etc. Tout ce qui va perturber, tout ce qui va faire le brouillage énergétique, et bien ça c'est la vraie cause de la maladie de Lyme. Et ça nous explique qu'elle est tellement... C'est la seule explication qui soit valable, parce que l'explication maladie infectieuse classique, vectoriélatique, ça ne fonctionne pas. Ça n'explique pas les résistances au traitement, ça n'explique pas pourquoi il y a des bactéries qui vont s'enquister, qui vont résister pendant des années et ressortir plus tard, ça n'explique pas pourquoi il y a une phase primaire, il y a une phase secondaire, une phase tertiaire chronique, ça n'explique rien de tout ça, ça n'explique pas pourquoi les traitements antibiotiques ne fonctionnent pas. Par contre, en partant du principe qu'on a un bidouillage énergétique qui fait que, un parasitage énergétique par la pollution, c'est même très très loin parce que c'est pas que au niveau biochimique, c'est pas qu'au niveau physico-chimique, c'est pas qu'au niveau d'une substance toxique, c'est pas qu'au niveau d'un rayonnement comme une 4G ou une 5G ou le rayonnement d'un compteur Linky, je sais pas, ou une radiation atomique. Eh bien non, c'est pas que ça, ça peut être aussi au niveau du fonctionnement psychique. Et c'est pour ça qu'un stress important, on parlait tout à l'heure de burn-out ou de dépression ou de choses comme ça, eh bien un stress important, un choc affectif important, ça peut déclencher une pathologie comme la maladie de Lyme. Parce qu'effectivement, là aussi, il y a brouillage énergétique et on arrive à des schémas qui sont pathologiques et qu'on a beaucoup de mal à comprendre et à gérer. On va aller un petit peu plus vite. Donc là, on va quand même, parce que j'aimerais bien, si vous avez des questions, pour avoir le temps d'y répondre. Et comme apparemment les règles sont drastiques et on ne peut pas les changer, donc on va essayer de s'en adapter. Donc, prise en charge et traitement. Le traitement classique de la maladie de Lyme. Alors, quand vous êtes mordu par une tique, si vous la voyez, vous allez voir votre médecin, ou alors vous l'enlevez, et votre médecin va vous dire, on va vous faire un traitement, s'il avertit, il va vous faire un traitement antibiotique de 15 jours ou 3 semaines. Il y a un protocole, je suis pour ce protocole, parce qu'effectivement, c'est quand même bête de passer à côté. Donc il y a 2 antibiotiques, une tétracycline et une ampicilline, donc il faut mettre 2 antibiotiques différents, il y a un protocole, et c'est pendant 3 semaines. Il y a beaucoup de médecins qui refusent de le faire.
Ils mettent une semaine de traitement, ça ne sert à rien du tout. Souvenez-vous qu'une morsure de tique peut déclencher une maladie de Lyme, bien évidemment, même si ce n'est pas la seule façon dont on puisse attraper la maladie de Lyme. Donc, pour ce qui est de la primo-infection et couverture, le protocole donc, de la Société française de pathologie infectieuse de langue française, c'est bithérapie antibiotique pendant 3 semaines. Ça, il faut insister auprès de votre médecin. S'il ne veut pas vous le faire, ben, vous changez de médecin. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. C'est le seul cas où on va utiliser, dans la maladie de Lyme, le traitement antibiotique. Ensuite, l'antibiothérapie, c'est longue durée, en phase chronique. Eh bien, là, effectivement, tous les gens que j'ai vus qui ont suivi ces traitements, c'est clair qu'on les considère comme guéris au bout de 6 mois, 1 an ou 2 ans, mais au bout de 3 mois ou 4 mois ou 5 mois après avoir arrêté le traitement, des fois 1 mois seulement, des fois 15 jours seulement après avoir arrêté le traitement, c'est pour ça que je parle d'effet cliqué à l'envers, eh bien, ils vont retomber dans des symptômes qui sont identiques, mais souvent en plus grave. Donc ça, c'est important de connaître. Donc c'est pas vraiment... je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très médiatisés, comme le professeur Perron, Christian Perron, qui lui prétend qu'effectivement, on guérit 80% de la maladie de Lyme avec des traitements antibiotiques. Ben, tous les gens qui sont passés chez lui, qui m'appelaient, ben, ils n'étaient pas guéris. Donc c'est pour ça que je dis vraiment qu'il faut être plus axé vers ces schémas dont je viens de vous parler et qui sont les seuls qui permettent d'expliquer pourquoi. Alors, la prise en charge, pourquoi? C'est une maladie d'intoxication. C'est une maladie de la faiblesse immunitaire. C'est une maladie du brouillage énergétique. Donc, il faut restaurer tout ça. Il faut restaurer l'harmonie. Il faut restaurer le terrain. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, la nutrition est la première, comme disait Hippocrate, comme le disait Jean Seignalé, comme le disait bien d'autres, comme le disait le naturopathe. La nutrition, c'est la première médecine. Donc, il faut faire très attention. Là, il y a des règles très strictes à respecter. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a une règle qui est importante, c'est ce qu'on appelle la chrononutrition. Je dirais le premier à avoir jeté les bases de la chrononutrition, c'est le docteur Kousmine qui disait il faut manger comme un roi le matin, comme un prince le midi et comme un pauvre le soir. Et c'est vrai qu'on a tendance à faire l'inverse. Et c'est vrai que là, effectivement, si on respecte les règles de la chrononutrition, on va déjà faire un effort énorme, un pas énorme, une avancée énorme vers, je ne veux pas dire la guérison, mais vers les premiers prémices de la guérison. Ça, c'est hyper important à comprendre. Il y a certaines choses à supprimer dans l'alimentation qui sont hautement toxiques. La première des choses à supprimer, c'est le sucre raffiné. On peut très bien s'en passer parce qu'il y a des substitutions. Je ne parle bien sûr pas de l'aspartame, ni des sucrètes, mais effectivement, il y a des sucres naturels comme le sirop d'agave, comme la sève de bouleau, des choses comme ça. Mais le sucre raffiné, il faut le supprimer. Il y a des études canadiennes qui ont démontré que si on supprimait complètement le sucre raffiné dans notre alimentation, le risque de cancer était divisé par 4. Pourquoi? Souvenez-vous de cette mitochondrie qui est importante, qui est une ancienne bactérie évoluée. Ben, la mitochondrie, c'est elle qui va digérer le sucre. Si on lui donne du mauvais carburant, eh ben, il va devenir pathogène. Et il va devenir pathologique, pardon. Et on le sait maintenant, il y a des études qui ont été faites de plus en plus, notamment par un chercheur qui s'appelle le docteur Schwartz, et on a démontré que la première étape d'une cancérisation de cellules, c'était la mitochondrie. Et ce n'était pas le chromosome, contrairement à ce qu'on croyait avant. Et c'est pour ça qu'effectivement, ben, le sucre, il a un rôle important dans le déclenchement du cancer. Donc nos mitochondries, il faut vraiment les chouchouter. Donc là aussi, par la nutrition, eh ben, on peut arriver à des choses très importantes, très, très, très efficaces, et de façon relativement simple. Deuxième point important dans la prise en charge raisonnée d'une maladie de Lyme. Ceci dit, quand je parle de maladie de Lyme, on est vraiment au sens large. C'est-à-dire que toute pathologie incluant une intoxication et une baisse de l'immunité, un affaiblissement du terrain. Je pense au sida, par exemple, et c'est vrai que la maladie de Lyme, on aurait très bien pu l'appeler syndrome d'immunodéficience acquise, mais le mot était déjà pris, le nom était déjà pris, donc c'était pas possible. Mais on retombe quand même sur les mêmes schémas, et c'est très important de le comprendre. La supplémentation, là aussi, dans la nature, on a des millions d'actifs végétaux qui vont nous aider, donc la phyto, l'aromathérapie, la naturopathie, tout ce qui est thérapie holistique, c'est-à-dire les massages, les thérapies méditatives, tout ce qui est, ça c'est très important aussi, parce qu'on arrive, il y a des études qui ont été faites, par exemple, il n'y a pas très longtemps, je suis tombé sur une étude, je ne sais plus, c'était pas américain, c'était australien ou quelque chose comme ça, et où justement ils ont étudié le vieillissement cellulaire, et on sait maintenant que le vieillissement cellulaire est provoqué par un dysfonctionnement d'une structure qu'on appelle les télomères. Et les télomères, c'est l'espèce d'épissure qui va terminer les chromosomes. Et il y a une enzyme qui s'appelle la télomérase, donc qui va permettre justement à ces chromosomes d'être protégés. Vous savez, un chromosome, c'est comme une ficelle entortillée, une double hélice. Et cette double hélice, eh bien, elle se termine par ce qu'on appelle des télomères. Et c'est comme si vous coupez un bout de ficelle, pour éviter qu'elle s'effiloche, si c'est une ficelle en nylon, vous allez la brûler, alors vous allez mettre de la colle. Les télomères, c'est ça. Ça évite les filochements du chromosome.
Eh bien, en méditation, on a utilisé des techniques méditatives, notamment du bouddhisme tibétain, et en méditation, on a pu observer que les gens qui méditaient, eh ben, ils rallongeaient leur télomère. C'est un des effets de la méditation. C'est assez marrant, c'est interpellant quand même. Et c'est vrai que, quelque part, c'est quand même interpellant. Et donc, ce qu'il faut, bien évidemment, la stratégie globale, ben, c'est détoxiquer, soutenir l'immunité, renforcer le terrain, bien évidemment. Et là, on va voir les plantes qui vont... Donc, stratégie globale, détoxication, restauration du terrain d'immunité, lutte contre l'oxydation, lutte contre l'inflammation, lutte contre l'acidose, restauration des messages biologiques. En naturopathie traditionnelle, il y a un certain nombre de substances que je vous invite à redécouvrir, parce que c'est quelque chose que nos grands-mères connaissaient, mais qui sont tombés dans l'oubli. Il y a l'huile de Harlem. Alors l'huile de Harlem, c'est quelque chose à base de l'huile de térébenthine et de soufre. Et c'est une plante qui est utilisée, enfin c'est une plante, c'est un médicament, un traitement qui a été créé c'était dans les années, je crois, au XVIe siècle en Hollande. Et Harlem, c'est une ville, avant d'être un quartier de New York, c'était une ville hollandaise. Et donc c'était beaucoup utilisé. On en trouve encore en pharmacie sous forme de gélules. C'est un très bon détoxicant, c'est un très bon revitalisant. Regardez, pour en savoir plus, vous allez sur Internet, c'est presque une panacée. Le sérum de Quinton, ben, on connaît aussi, hein, ça a été beaucoup utilisé à une certaine époque. Donc c'est de l'eau de mer qui contient tous les oligo-éléments et toutes les substances, tous les sels minéraux. Parce que pourquoi Quinton s'était rendu compte en fait que l'organisme humain, la composition du sérum physiologique humain était très proche de la mer. Et c'est vrai que, comme disait, la vie est sortie de la mer, c'est logique qu'il reste une similitude. Donc la mer qui n'a pas été polluée, bien évidemment, ça devient de plus en plus difficile à trouver, eh bien, elle est proche du milieu physiologique originel dans lequel s'est épanouie la vie. Donc ça fonctionne quand même, c'est encore beaucoup utilisé. Il y a un truc très simple qu'on appelle le chlorure de magnésium, c'est vrai que c'est pas bon, mais ça tout le monde l'utilisait avant. C'est vrai qu'on peut l'utiliser sur des plaies ouvertes pour nettoyer les plaies, c'est beaucoup mieux que l'alcool ou que des choses comme ça. On peut le boire, c'est un très bon revitalisant. Ça a été découvert, en fait, les effets du chlorure de magnésium ont été découverts par un médecin militaire qui était donc à court de matériel de désinfectant pendant la guerre de 14-18, donc il est tombé par hasard sur ce chlorure de magnésium, et en fait les infirmières qui bossaient avec lui, comme ils avaient beaucoup de boulot, ils étaient extrêmement fatigués, un jour il y en a une qui a eu l'idée d'en boire, et puis elle s'est retrouvée en meilleur état, et tout le monde a commencé à en boire dans l'équipe, et finalement il a travaillé là-dessus, il a fait des études, il en a fait boire aux blessés, après avoir lavé leur plaie avec du chlorure de magnésium, il leur en a également fait boire, et il s'est rendu compte qu'il avait beaucoup plus de résultats qu'avec les moyens classiques, dont d'ailleurs il ne disposait plus. Bicarbonate de soude, le bicarbonate de soude, on ne le présente plus, hein, on l'utilise encore si vous avez des odeurs fortes dans votre frigo, vous mettez une coupelle de bicarbonate de soude, vous pouvez en mettre pour nettoyer vos dents, pour blanchir le linge, etc., etc., etc. Mais c'est aussi un très bon équilibrant de l'acidose. Donc, si vous avez des problèmes de reflux gastro-œsophagien, et Dieu sait si beaucoup de gens en ont, la thérapie du reflux gastro-œsophagien, ben déjà ça consiste à manger léger le soir, très léger le soir, et à prendre, après chaque repas, un petit peu d'une demi-cuillère à café de chlorure de magnésium dissous dans de l'eau. Ça va contribuer à renforcer votre terrain et à restaurer votre immunité. Alors, en phyto, il y a plein de plantes. Il y a un site internet donc, sur lequel on en parle. C'est vrai que là, le temps nous manque un petit peu pour tout voir. Il y en a une que vraiment j'affectionne tout particulièrement, c'est l'olivier. Et l'olivier, c'est une plante qui est miraculeuse, et quand ça marche, je peux vous dire que ça marche très très bien. J'ai connu un cas d'un malade il y a une dizaine d'années qui était en phase chronique de maladie de Lyme, et c'était quelqu'un qui était vraiment très affecté par sa maladie. C'était quelqu'un qui, quand ça allait bien, il marchait avec 2 béquilles, quand ça allait moins bien, il avait un déambulateur, et quand ça n'allait pas bien, il était vraiment fauteuil roulant, et quand vraiment les jours sans, il restait couché. Et donc un jour, il m'avait appelé, on avait discuté un petit peu de ça, et c'est quelqu'un qui vivait à Paris, mais qui avait une maison en Corse. Donc il était en ce moment-là en Corse, parce que comme il était en arrêt de travail, en invalidité même définitive, alors que c'était un grand sportif avant, et donc il m'a appelé, et je lui ai dit, faites une décoction de feuilles d'olivier. La décoction de feuilles d'olivier, c'est, on récupère des feuilles d'olivier, on met ça dans un faitout, on met une pierre par-dessus, on les cuire pendant 1 ou 2 heures, et on boit les décoctions. Bon, c'est vrai qu'ici, les oliviers... ça court pas les rues. On peut peut-être essayer avec les bourgeons de sapin, je sais pas, mais il faut l'avoir. Je suis pas sûr que ça fasse le même effet. Donc c'est vrai que mais ça existe également en gélule, parce qu'il faut savoir aussi une chose, c'est quand même que c'est pas bon du tout, c'est vraiment très très amer.
Eh bien, cette personne, j'ai eu la surprise 5 jours après de le voir derrière ma porte. Et il avait, en l'espace de 5 jours, il avait recouvré complètement sa mobilité. Maintenant, 10 ans après, il est toujours, fait régulièrement 10 jours par mois sa cure de feuilles d'olivier. Il prend également une autre plante qui s'appelle le basilic sacré, dont je vais vous parler maintenant. Et c'est quelqu'un qui est, on va dire ressuscité, mais qui en fait, comme il disait, le seul inconvénient, c'est que je suis retourné au boulot, et parce que, mais bon, je préfère comme ça quand même, parce qu'effectivement, c'était pas une vie, et puis il a repris le sport, etc. Également un produit c'est pas vraiment de la phytothérapie, c'est la spiruline. La spiruline, c'est une algue, une cyanobactérie. Tout le monde connaît, c'est très riche en plein de choses. Ça agit au niveau du sang, c'est un très bon détoxicant, des métaux lourds notamment. Et il y a une plante aussi, malheureusement, qui n'est pas assez connue, c'est ce que j'appelle le basilic sacré, c'est ce qu'on appelle le tulsi. Et le tulsi, qu'est-ce que c'est? Le tulsi, c'est une plante de la médecine ayurvédique, c'est la plante, la reine des herbes. C'est une plante qui est consacrée à Vishnu dans les temples, on le met dans les temples comme offrande parce que c'est une plante qui est vraiment sacrée. Et on dit là-bas qu'une feuille, n'importe quelle eau, même la plus polluée, je ne suis pas sûr que l'exemple soit bon, mais pour les Indiens, c'est quand même très important, et surtout pour les hindous. Si on met une feuille dans un verre d'eau la plus polluée possible, elle devient aussi pure que les eaux du Gange. Bon, les eaux du Gange, après, c'est une question culturelle, mais pour les Indiens, c'est les eaux les plus pures du monde, même s'il y a des cadavres de vaches qui flottent, c'est pas grave, ou même pas forcément de vaches d'ailleurs, mais c'est pas grave, ça reste quand même des eaux sacrées, donc les eaux les plus pures du monde. Basilic sacré, tulsi, c'est une plante qui est, elle est exceptionnelle, elle est anti-inflammatoire, elle est revitalisante, elle est détoxicante, elle est vraiment revitalisante. Elle contient un principe actif qui s'appelle l'acide ursolique qui va agir à tous les niveaux, il va réguler nos flores, et c'est vrai que c'est une plante qui va concourir à justement restaurer ces messages biologiques subtils perturbés. Il y en a une autre qui s'appelle l'ashwagandha. Ça veut dire bon, les avis sont partagés en Ayurveda et en sanskrit. Certains disent que ça veut dire la force du cheval, certains disent que ça veut dire l'odeur du cheval. Et c'est vrai que l'odeur du cheval, c'est quelque chose de très puissant, quelque chose de très agréable, n'est-ce pas, Amandine? Et c'est vraiment, il ne faut pas confondre avec l'odeur d'écurie, hein. Je ne parle pas de l'odeur du crottin, je parle de l'odeur de la peau du cheval. Et c'est vrai que ça sent très très bon. Et donc c'est une plante qui va agir sur le sommeil, on appelle Vitania somnifera, et ça va agir sur le sommeil, elle va réguler le sommeil, elle va réguler l'humeur, donc elle est particulièrement indiquée quand il y a des troubles psychologiques, des troubles des perturbations du sommeil dans le cas de la maladie de Lyme, et c'est vrai que ça arrive aussi. Elle est également une plante, c'est ce qu'on appelle une plante adaptogène, c'est-à-dire que c'est une plante qui renforce le terrain, comme le gingembre, comme le ginseng, etc., qu'on peut aussi ajouter à cette liste. La griffonia, elle agit un petit peu comme la ashwagandha, c'est aussi une plante donc, qui va favoriser le sommeil. Alors pourquoi? Parce qu'elle contient un principe actif, je vous laisse bientôt la parole, hein. Elle contient un principe actif qu'on appelle le tryptophane, et le tryptophane, il est à la base d'une substance, il est le précurseur de ce qu'on appelle la sérotonine. D'accord? Mais il est aussi à la base d'une autre substance qu'on appelle l'insuline. C'est-à-dire que si vous mangez trop de sucre, vous allez fabriquer beaucoup d'insuline, donc vous allez fabriquer beaucoup de tryptophane. Vous allez utiliser beaucoup de tryptophane. Et il n'y en aura plus assez pour faire de la sérotonine. D'accord? Ça veut dire que vous allez être de mauvaise humeur. C'est la frustration. La carence en sérotonine, c'est la frustration. Et comment on combat la frustration? Par la fringale sucrée. Ça veut dire que plus vous allez manger de sucre, plus vous allez en manger, parce que c'est directement au niveau de vos hormones, de vos neurotransmetteurs que ça va fonctionner. Et là aussi, comme je vous disais tout à l'heure, la première chose, le premier ennemi à supprimer, c'est le sucre. Et vous comprenez maintenant un petit peu plus pourquoi. Également pourquoi c'est une des addictions les plus puissantes qui soit. Le shilajit. Alors le shilajit, ça veut dire la force du rocher. C'est une plante donc, de la médecine tibétaine et ayurvédique. C'est une plante, c'est même pas une plante, c'est une plante, c'est des résidus de plantes, en fait, c'est des plantes qui sont mortes et qui vont fermenter. C'est une sorte d'humus concentré de l'Himalaya. Vous savez que l'humus, c'est la même racine que homme, que humain. Et effectivement, l'humus, qu'est-ce que c'est? C'est la force vitale, c'est tout ce qui vient, tout ce qui vit, s'il n'y avait pas d'humus, ne vivrait pas. Alors quand on sait qu'à force qu'on appelle ça, de phytosanitaires, d'engrais, de pesticides, etc., on a tué l'humus, et bien, quand vous voyez les agriculteurs dans la région parisienne, dans la Beauce ou dans la Brie, qui tapent sur le sol tout sec, c'est du béton, en disant ouais, il ne pleut pas assez, il ne pleut pas assez. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est que c'est tout simplement parce qu'à force de mettre des phytosanitaires dedans, on a tué la flore. On a tué la flore, on a tué les vers de terre. C'est que les vers de terre, ils ont un rôle important dans notre vie, parce que quand une plante, ou quand un être vivant, un animal meurt, il rejoint le sol, il retourne à la terre, comme il est dit dans la Bible, eh bien, on va se décomposer en nos éléments constitutifs, et ces éléments constitutifs vont être réabsorbés dans le sol.
Et pour qu'il soit assimilable, eh bien, il suffit tout simplement que cette flore elle fasse un travail énorme. Il y a une molécule chimique qu'on connaît maintenant qui s'appelle l'acide fulvique. Eh bien, c'est cette molécule qui va réagir avec les oligoéléments, les sels minéraux, etc. Et c'est ce qui va permettre à un sel minéral du sol, donc vraiment minéral, de devenir organique. Et quand il devient organique, il devient biodisponible. C'est pour ça que quand tout ce qui est biodisponible doit passer par une étape végétale, et cette étape végétale, elle commence au niveau du shilajit, au niveau de l'humus de l'Himalaya, et au niveau de l'humus en général. La rhodiola. Alors la rhodiola, c'est une plante, c'est la racine d'or. Toutes les plantes à fleurs jaunes ont vraiment un grand intérêt au niveau de la santé. La rhodiola, qu'est-ce que c'est? C'est la plante des Vikings. C'est la plante qui donnait aux Vikings la force d'avancer, la force d'aller au combat. Quand ils partaient faire des raids sur l'Europe de l'Ouest, qu'ils ont détruit Lutèce, etc., qui sont allés jusqu'au Maroc, et bien quand ils partaient en raid en expédition pour massacrer tout le monde, et bien qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chargeaient les dracars de racines de rhodiola, et tous les matins, ils prenaient leur décoction de racines de rhodiola. Et ça leur donnait la force et le courage d'avancer. C'est aussi une plante adaptogène, donc qui renforce la résistance, mais également sur le plan du mental. C'est aussi une plante qu'on pourrait dire lève-toi et marche. Donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. D'ailleurs c'est tellement efficace qu'il faut éviter de le prendre l'après-midi, parce que sinon vous allez courir le marathon toute la nuit. C'est vraiment une plante très vitalisante. Le matin ça marche très très bien. Au niveau de l'aromathérapie, les huiles essentielles, donc là on va faire un rapide tour d'horizon parce que c'est vrai qu'on pourrait y passer la soirée. Je citerai les principales qui sont également des plantes adaptogènes, donc qui renforcent le terrain et l'immunité. C'est le ravinsara, le gingembre, le titri, arbre à thé, et le manuka, l'huile essentielle de manuka, donc qui est une plante des terres australes. Et ces 4 plantes utilisées en externe, en friction, notamment sur la cage thoracique, ça marche aussi très bien quand vous avez un syndrome grippal, un début de syndrome grippal. Vous faites une friction avec ces huiles essentielles et vous allez rebooster votre énergie. Donc on peut le faire de temps en temps avec, effectivement, quand on est atteint par la maladie de Lyme ou par une autre déficience immunitaire, ça va booster votre énergie. Il y a beaucoup d'aromathérapeutes qui proposent des traitements contre la maladie de Lyme par voie interne. Je suis franchement pas pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ces plantes, ces huiles essentielles, qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont quand même très agressives, très concentrées, et à la longue, même des fois au bout de quelques jours, elles vont complètement perturber votre flore intestinale. Et il faut savoir, on le sait aussi, c'est que la santé de l'intestin, là aussi, c'est quelque chose à prendre en charge. Et justement, les plantes dont je vous parlais tout à l'heure, le shilajit, l'olivier, le tutsi, et le curcuma aussi qu'on peut rajouter puisque c'est un anti-inflammatoire, eh bien c'est important de maintenir cette flore intestinale parce que c'est ce qui va conditionner la santé de la muqueuse intestinale. L'un ne va pas sans l'autre. Une muqueuse intestinale en mauvais état, c'est la porte ouverte aux maladies auto-immunes, c'est la porte ouverte à la destruction de l'immunité, etc., etc. Donc particulièrement important dans le cas de la maladie de Lyme. Il y a une plante dont je ne vous ai pas parlé, mais dont je vais vous parler quand même, c'est le curcuma. Le curcuma, il est très à la mode, et il est très à la mode aussi d'associer le curcuma à un extrait de plante qui s'appelle la piperine, c'est le poivre noir, l'extrait de poivre noir. C'est pour moi une hérésie, pour une raison très simple, c'est que la piperine a tendance à... Pourquoi? Alors le curcuma, c'est une molécule, la curcumine, les curcuminoïdes, donc les principes actifs du curcuma, ce sont des molécules qui ne passent pas, ou très peu, la barrière intestinale, et qui ne passent que très peu dans la circulation sanguine. Et justement, si ça ne passe pas la circulation sanguine, je pense qu'il y a une intelligence des plantes et des principes actifs, c'est que son action, elle est au niveau intestinal. Et donc il faut la laisser au niveau intestinal. En plus, l'associer à de la piperine qui va augmenter la porosité intestinale, la perméabilité intestinale, c'est une hérésie, puisque justement la base de la santé, et surtout de la naturopathie maintenant, c'est de lutter contre la perméabilité intestinale. Donc c'est vraiment une hérésie de les associer. Et en plus, il faut savoir que l'effet anti-inflammatoire va se manifester au niveau du tissu conjonctif. Et là aussi, on est dans un système de message biologique subtil, parce que le tissu conjonctif, comme on en a partout dans le corps, si on a une action anti-inflammatoire au niveau du tissu conjonctif, au niveau de l'intestin, ça va se généraliser sur tout le corps. Donc on n'est pas obligé d'utiliser, on n'est pas obligé de brutaliser la muqueuse intestinale avec le curcuma. Le curcuma, il va rester au niveau de l'intestin. Et je peux vous dire qu'au niveau de la régulation du transit, pour les gens qui ont des problèmes d'accélération du transit, par exemple, c'est quasiment miraculeux. L'association Tulsi-Olivier-Curcuma, c'est vraiment quelque chose de très... Pour la santé intestinale, c'est quelque chose d'assez fantastique. Les apports hydriques, c'est important, d'une part parce que souvent on ne boit pas assez. Il faut savoir que le mécanisme de la soif, quand on commence à se déshydrater, ça passe au niveau de l'hypophyse, une petite glande qui se trouve à la base du cerveau, et à partir de 50 ans, cette hypophyse, elle se calcifie, surtout si vous avez pris l'habitude de vous brosser les dents avec un dentifrice au fluor.
parce que les structures cérébrales sont particulièrement sensibles aux sels de fluor qui vont donc se fixer au niveau de la glande pinéale, au niveau de l'hypophyse, etc. Donc c'est quelque chose quand même d'un petit peu, c'est un inconvénient, parce que, et il y a beaucoup de personnes âgées à qui on dit il faut boire régulièrement, et puis qui disent oui mais bon, parce que effectivement c'est après 50 ans, il peut y avoir des pathologies, par exemple, suite à un traumatisme crânien, effectivement il peut y avoir des dysfonctionnements justement de cette hypophyse, donc des mécanismes de la soif, de régulation de la soif. Et il y a des gens qui disent oui mais j'ai pas soif, pourquoi je boirais? C'est justement parce qu'on ne reçoit plus ces messages correctement. Et donc on va utiliser, comme il faut un apport hydrique important, eh bien ce qu'il faut utiliser, ce sont des tisanes drainantes, parce qu'on a des plantes, on a un panel mais infini de plantes, on a les plantes aromatiques, le thym c'est miraculeux, le thym c'est un puissant anti-cancer, le thym c'est un puissant anti-inflammatoire, c'est un puissant régulateur de l'humeur, de l'estomac, de la digestion, etc. Le romarin également, l'anis fenouil carvique coriandre, ce qu'on appelle le remède indien, donc ça agit sur le tube digestif. Les genièvres, les baies de genièvre, alors il y a un dicton qui disait, dans le nord de la France ou en Belgique, qui disait si vous prenez 3 baies de genièvre par jour, vous n'aurez jamais le médecin à la maison. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Les clous de girofle, c'est très bien. Et en fait, ce qui est intéressant dans les tisanes, c'est que vous pouvez faire à votre goût et vous pouvez aussi varier. Et ça, c'est très important parce que ça vous permettra d'avoir votre apport hydrique d'un litre et demi, voire 2 litres par jour. Et c'est surtout intéressant parce qu'effectivement, vous allez pouvoir agir spécifiquement sur certaines actions puisque les plantes n'ont pas toutes les mêmes actions. Et là aussi, effectivement, il y a un énorme travail qu'on peut faire par rapport à ça. Je pense aussi à certains thés japonais, certaines plantes, le tulsi par exemple, le basilic sacré, il peut être également consommé en tisane, en plus il a une saveur très agréable, et c'est vrai que ça permet vraiment d'avoir un apport très important de substances qui vont agir en détoxiquant, en protégeant, parce que la détoxication c'est bien, il faudra attention quand même à protéger les organes sensibles, et c'est pour ça qu'il faut que ce soit toujours fait en douceur. Donc mes conclusions, et comme ça il vous restera un petit peu de temps pour éventuellement poser des questions, c'est que il faut changer de paradigme, il faut changer de vision des choses. La maladie de Lyme, les maladies infectieuses, c'est pas simplement une bactérie pathogène qui agresse un organisme, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est effectivement un mécanisme, c'est quand notre système organique est complètement perturbé par l'intoxication, par le dysfonctionnement mental, ou par la fatigue, ou par le stress, par l'énervement, par la disharmonie, et bien effectivement, tout ça, ça perturbe notre organisme, ça perturbe notre fonctionnement. Il y a un parasitage de nos messages biologiques subtils, et il y a une rupture de dialogue, une rupture des relations diplomatiques entre nos différentes structures corporelles, entre nos bactéries, entre nos cellules, et entre nos bactéries entre elles, et entre nos cellules entre elles, et c'est ça qui s'appelle la maladie. Donc il faut vraiment restaurer l'harmonie, et avec les remèdes naturels, avec les plantes dont je viens vous parler, je vous garantis qu'on peut avoir des résultats. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups, parce qu'il y a des paramètres qui peuvent nous échapper, c'est tellement complexe. Mais globalement, si on reste sur cette notion, sur cette approche stratégique globale, donc détoxication, renforcement de terrain, protection des organes sensibles, lutte contre tous les points noirs de notre mode de vie qui sont l'acidose, l'oxydation, l'intoxication, etc. L'activité physique, c'est important aussi. L'hygiène vitale, c'est important aussi. Rester en contact avec la nature, c'est important aussi. Et avoir une pensée, une visualisation positive, c'est peut-être encore ce qu'il y a de plus important. Et là, effectivement, je pense qu'il faut que nous restaurions un petit peu notre relation avec nous-mêmes, avec notre propre être intérieur. Et là, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter non plus à recourir aux pratiques méditatives, spirituelles. Et ça, c'est peut-être ce qui fera vraiment la différence, qui va vraiment enfoncer le clou de la guérison. Je vous remercie infiniment de votre attention. Vous êtes un excellent public. Si vous avez des questions, je vous écoute.